Bonjour tout le monde. Alors l'objectif de cette séance est de présenter les composants du micro-environnement. Alors quand on parle du micro-environnement, en fait, il s'agit de ce qu'on appelle l'environnement direct de l'entreprise. Ça veut dire quoi? Ça veut dire tout simplement l'environnement avec lequel l'entreprise échange au cours de son activité. Alors l'environnement microéconomique est composé d'acteurs avec lesquels l'entreprise est directement en contact. Alors là, il faut noter que le repérage et l'analyse de la dynamique des relations entre entreprises et ses partenaires est un élément très important pour comprendre le fonctionnement d'une entreprise et expliquer les raisons de son succès ou de son échec. Alors, on peut citer les agents suivants. Premièrement, il y a les fournisseurs de matières premières, d'énergie, de services ou de matériel. Alors là, il faut noter que une bonne sélection des fournisseurs a un effet positif sur le coût, sur la qualité et sur la sécurité d'approvisionnement. Par contre, une mauvaise sélection, elle a un effet inverse. Par exemple, vous avez un fournisseur qui se trouve dans une situation de quasi-monopole. Voilà. Alors ce dernier, donc, il peut imposer donc les prix qu'il souhaite à ses entreprises clientes. Par contre, la pluralité des fournisseurs, elle les amène, si vous voulez, donc à pratiquer donc des prix qui sont compétitifs. Le deuxième élément, ce qu'on appelle les intermédiaires. Alors, qui dit donc intermédiaire? C'est toute entreprise ou toute organisation qui participe à la distribution, à la vente ou à la promotion des produits de l'entreprise auprès donc de marché final. Alors là, on distingue les commerçants qui achètent et revendent pour leur propre compte, tels que par exemple, vous avez les grossistes ou les détaillants, et les agents, ça veut dire les courtiers et les vendeurs, qui négocient donc l'achat ou la vente des marchandises sans en prendre possession. Le troisième donc agent sont les clients. Alors qui dit clientèle, les clients c'est l'élément essentiel de l'environnement de l'entreprise. Sans client, il n'y a pas de marché. Donc cette clientèle, en fait, elle représente les attentes et les besoins que l'entreprise normalement doit satisfaire. Alors là, il faut noter que l'entreprise s'adresse à plusieurs sortes de marchés. Il y a d'abord ce qu'on appelle le marché de consommation, alors qui est constitué par les ménages, les organisations qui achètent pour leur consommation. Et il y a le marché industriel, ça veut dire tout simplement, il s'agit donc ici donc des entreprises qui achètent dans la perspective de produire. Donc ici, on est face donc à des entreprises qui considèrent notre produit fini comme une matière première ou matière intermédiaire. Troisième type de marché, ce qu'on appelle le marché de distribution. Alors, marché de distribution, il est constitué de tous ceux qui achètent dans le but de revendre. Alors là, nous avons à ce titre toutes les formes d'intermédiaires qui participent à la distribution de notre produit. Quatre types de marchés, c'est le marché public. Il est constitué par des administrations qui achètent les biens dont elles ont besoin pour assurer donc leur mission. Et enfin, il y a ce qu'on appelle le marché international, c'est-à-dire ceux qui essaient donc d'étendre leur activité en dehors des frontières nationales. Alors là, il faut noter que toute entreprise qui cherche à comprendre son environnement, elle doit avoir l'idée selon laquelle le comportement d'achat diffère selon donc le type de marché. Quatrième type donc d'agences qu'on appelle les concurrents. Qui dit concurrent, ça veut dire tout simplement il s'agit des entreprises qui fabriquent des produits identiques ou des produits de substitution. Alors là, on parle soit de concurrents directs dans le premier cas ou de concurrents indirects dans le deuxième cas. Et il y a également ce qu'on appelle un concurrent potentiel, ça veut dire tout simplement un concurrent qui n'est pas sur le marché mais qui risque bientôt de l'être. Alors, si l'entreprise veut gagner, une étude attentive de la concurrence, elle devient essentielle.
Alors là, l'entreprise donc elle est censée identifier ses concurrents, identifier donc leur stratégie, découvrir les objectifs des concurrents, évaluer les forces et les faiblesses et anticiper les réactions du concurrent. Cinquième partenaire, ce qu'on appelle divers publics. Alors un public, c'est un groupe qui a un impact sur la capacité donc de l'entreprise à atteindre ses objectifs. Alors ces publics en fait, ils peuvent soit fermer, soit favoriser l'action de l'entreprise. Par exemple, il s'agit du monde financier, tels par exemple les banques, les actionnaires, les sociétés de financement. Par exemple également les médias. C'est tout organisme qui véhicule des informations, des idées donc et des opinions. Le sixième partenaire, c'est ce qu'on appelle le groupe d'intérêt, ce qu'on appelle également le groupe de pression. C'est un groupe qui est généralement donc organisé et qui affecte les décisions de l'entreprise. Alors là, à titre donc d'exemple, je vous donne les groupes de défense de l'environnement ou les associations de défense du consommateur. Et le dernier partenaire, ce qu'on appelle le public interne. Bien sûr, ici, l'entreprise doit se soucier de son propre public. Il s'agit donc ici de ses ressources humaines. Alors, quand on parle des relations interentreprises, en fait, elles peuvent prendre plusieurs formes. Mais généralement, ce sont des relations de coopération avec d'autres entreprises. À titre d'exemple, vous avez les alliances et les partenariats. Alors, les alliances, c'est généralement avec les concurrents. Mais quand on parle des partenariats, c'est généralement avec les clients et ou les fournisseurs. Alors là, il s'agit des accords de coopération entre les entreprises concurrentes ou non, et qui procurent des avantages en fait à toutes les parties. Ces avantages peuvent provenir de la mise en commun de ressources trop coûteuses pour être acquises et exploitées par une seule entreprise. Alors, ces avantages sont liés également à la répartition des risques, que ce soit économiques, commerciaux, financiers et technologiques. Ces coopérations facilitent donc également l'accès au marché qui auparavant était difficilement accessible. Alors, juridiquement, les alliances sont concrétisées par les contrats de coopération qui permettent aux partenaires de conserver leur autonomie. Par contre, parfois, certains contrats impliquent une domination ou un contrôle de l'une des entreprises associées. Et là, on peut parler de ce qu'on appelle l'impartition. L'impartition, c'est une façon de gérer le processus de production. Ça veut dire quoi? Pour gérer son processus de production, l'entreprise a le choix entre faire et faire faire. Ça veut dire quoi? Alors, on va expliquer ça à partir d'un exemple. On va faire l'hypothèse qu'il y a une entreprise X qui se charge de la production du produit X. Lorsque l'entreprise assume seule la production de X de la matière première jusqu'au produit fini, alors dans ce cas, l'entreprise a internalisé donc les coûts et elle s'occupe seule de la production du bien en question. Donc, l'entreprise ici, elle a décidé de faire. Il y a une autre possibilité pour gérer le processus de production. Toujours, on va revenir à notre exemple. Mais cette fois-ci, donc, l'entreprise X, qui se charge de la production de biens X à travers 3 phases, la phase 1, la phase 2, la phase 3, on va faire l'hypothèse que cette fois-ci, elle va déléguer une phase, c'est la phase 2, à une autre entreprise Y. Donc maintenant, pour produire le bien X, alors il y a 2 entreprises qui interviennent en fait dans le processus de production. C'est l'entreprise X qui se charge de la phase 1 et la phase 3, et puis donc l'entreprise Y qui se charge de la phase 2. Donc, ici donc l'entreprise, elle a externalisé une phase
de son processus de production et à la déléguer à une autre. Alors là, on part d'une stratégie d'impartition. Sauf ici que l'entreprise, en fait, elle ne peut pas déléguer à n'importe qui. Je délègue à une entreprise qui est donc capable d'assumer la phase avec un coût raisonnable tout en respectant les normes de qualité. Alors le micro-environnement de l'entreprise peut être donc analysé donc à travers le modèle des 5 forces de porteurs. Alors ces 5 forces peuvent constituer soit une opportunité, lorsque c'est l'entreprise qui domine le jeu, comme elles peuvent constituer donc une menace, lorsque c'est l'entreprise donc elle les subit. Alors commençons par présenter donc les forces donc du modèle de porteur. Alors on commence d'abord par la menace des nouveaux entrants. Alors comme vous savez, l'arrivée sur donc un marché de nouveaux concurrents, c'est l'une des principales menaces pour l'activité d'une entreprise. Pourquoi? Parce que tout simplement, il risque d'accaparer une partie du marché. Cette force devient importante lorsque les barrières à l'entrée sur le marché sont faibles. Généralement, les concurrents essaient toujours de limiter l'entrée de nouveaux concurrents en essayant un petit peu, si vous voulez, d'ériguer ce qu'on appelle les barrières à l'entrée. Pourquoi? Pour essayer un petit peu de se protéger. Alors, ces barrières peuvent être, par exemple, les investissements initiaux et la durée de rentabilisation. Ça peut être donc une activité qui demande donc un investissement qui est très important. Donc ça décourage les nouveaux entrants. Ça peut être par exemple une norme ou une règle. Alors dans ce cas, ce n'est pas toujours évident donc de répondre à la norme et à la règle, ce qui limite donc l'entrée de nouveaux concurrents. Deuxième élément, ce qu'on appelle la menace des produits de substitution. Alors qui dit produits donc de substitution sont les produits qui répondent aux mêmes besoins, mais peut-être qui utilisent une technologie différente. Par exemple, je vous donne un exemple. Les trottinettes électroniques à la place des trottinettes classiques. Alors, l'intensité de cette force, en fait, elle dépend du coût de transfert supporté par le consommateur pour changer donc la solution. Troisième élément, ce qu'on appelle le pouvoir de négociation des fournisseurs. Alors, ce pouvoir peut être interprété comme un rapport de force avec l'entreprise. Et il devient une menace quand est-ce que lorsque les fournisseurs imposent leurs conditions de marché. Je vous donne un exemple. Lorsque les fournisseurs sont en nombre restreint, et lorsque les entreprises sont à la fois nombreuses et très dispersées, alors dans ce cas, les fournisseurs imposent leurs conditions sur le marché. Les fournisseurs ils disposent également d'un important pouvoir de négociation si le coût de transfert est élevé. Dans ce cas, ce n'est pas évident pour les entreprises de passer facilement à d'autres offres. Le quatrième élément, c'est ce qu'on appelle le pouvoir de négociation des clients. Alors là, ce pouvoir, en fait, il représente leur capacité à influencer la rentabilité de l'entreprise. Les clients sont une menace quand est-ce que lorsque l'offre est supérieure à la demande ou lorsque le produit il est standardisé. Le dernier donc élément, c'est ce qu'on appelle l'intensité de la concurrence. L'intensité donc de la concurrence entre donc ces entreprises, elle est, si vous voulez, donc le résultat des pressions exercées par les 4 forces précédentes. Si ces pressions sont fortes, alors là, la lutte entre les concurrents du secteur est intense, et réciproquement. Alors Porter recense 3 grandes familles de stratégies appelées stratégies génériques pour acquérir et conserver un avantage concurrentiel. Alors la première stratégie, c'est ce qu'on appelle la domination par les coûts. Ça veut dire quoi? Ça veut dire tout simplement offrir un produit de qualité comparable à la concurrence, mais
avec des coûts inférieurs. Donc, cette stratégie, en fait, elle repose sur l'effet de l'expérience. Pourquoi? Parce que tout simplement, c'est pas évident pour une nouvelle entreprise d'être compétitive donc en termes de coûts. Être compétitif donc en termes de coûts, ça veut dire tout simplement que l'entreprise maîtrise son métier. Et maîtriser donc le métier, ça demande du temps et de l'expérience. Deuxième stratégie, ce qu'on appelle la stratégie de différenciation. Alors, stratégie de différenciation qui permet à l'entreprise d'obtenir un avantage concurrentiel par la spécificité de son offre. Ça peut être marque, prix, qualité du produit ou des services. Alors, les stratégies de différenciation requièrent de l'entreprise une segmentation de marché, de la créativité et une bonne maîtrise de technologie, ainsi qu'une capacité à communiquer sur les caractéristiques des produits ou services offerts. La dernière stratégie, c'est la stratégie de focalisation ou de concentration. Ça veut dire tout simplement ici que l'entreprise se concentre sur un segment du marché. Alors, cette stratégie revient, si vous voulez, à créer ce qu'on appelle une niche sur le marché. Alors, pour mettre en application ce que nous avons vu jusqu'à présent, tout au long de notre chapitre, ensemble, on va faire une étude de cas. Alors là, on est censé répondre donc à deux questions. La première, c'est identifier les facteurs d'influence du macro-environnement qui impactent la stratégie de l'entreprise Nucléa 3000. La deuxième, c'est retrouver les 5 forces de la dynamique concurrentielle du secteur de l'énergie. Alors là, je vous invite à lire et à lire attentivement le texte. Alors, concernant la première question maintenant. Alors, les facteurs d'influence du macro-environnement, on relève. Premièrement, les facteurs économiques. C'est lié principalement à la croissance de la demande mondiale d'énergie. Deuxième facteur, c'est facteur écologique. Et c'est lié principalement à la stratégie d'influence de la société civile en faveur du développement durable. Troisième facteur, c'est facteur légal. Alors, c'est lié principalement à la réglementation en faveur du développement et de la sécurité. Alors, on relève également facteur politique. C'est lié au pouvoir de réglementation des États et des institutions internationales. Alors, concernant donc maintenant la deuxième question. La deuxième question qui consiste à retrouver les 5 forces de la dynamique concurrentielle du secteur de l'énergie. Ça veut dire tout simplement ici, il s'agit des 5 forces de porteurs. Et qu'on doit relever donc bien sûr à travers le texte. Alors si on commence par le pouvoir de négociation des fournisseurs. Alors leur pouvoir et les moyens. Pourquoi? Parce que tout simplement les entreprises, ils ont développé des alliances avec les fournisseurs, ce qui a limité leur pouvoir. Concernant maintenant la menace des énergies de substitution, la menace elle est faible. Pourquoi? Parce que tout simplement le coût est élevé. Concernant maintenant la menace de nouveaux entrants, alors la menace elle est également faible ici. Pourquoi? Parce que tout simplement il y a des barrières à l'entrée liées principalement à l'investissement
colossale que l'entrée en secteur nécessite. Le pouvoir de négociation maintenant des clients, alors il est fort. Pourquoi? Parce que simplement il y a une forte intensité concurrentielle et c'est lié également au poids économico-politique important des États. Alors l'intensité de la rivalité entre les concurrents est très élevée. Merci pour votre attention.